Ouvrons à présent le dossier consacré aux membres du gouvernement de la transition. D'abord, dans le secteur éducatif, la Banque mondiale, aux côtés du gouvernement, vient d'organiser un atelier technique en vue d'appuyer les efforts de l'État. Le récit avec Nathalie Oquet et Gérard Mindo. Renforcer la qualité de l'enseignement et l'accès à l'éducation, améliorer l'environnement scolaire, optimiser la gouvernance et la gestion du système éducatif pour que le Gabon atteigne ses performances jugées insuffisantes selon la Banque mondiale. Dans le cadre de notre stratégie régionale pour l'éducation en Afrique de l'Ouest et du Centre, nous aspirons à garantir que chaque enfant arrive à l'école prêt à apprendre, acquiert une éducation de qualité et rejoint le marché du travail avec les compétences nécessaires pour devenir un citoyen productif et épanoui. Selon l'organisation onusienne, plusieurs disparités persistent, le manque de formation des personnels des zones rurales, le problème d'infrastructures de qualité. Il y a un accès limité à une connexion Internet faible et des équipements inadéquats. Un tableau sombre qu'il faut corriger dans l'urgence. Il faut, lorsque nous voulons le meilleur pour nos enfants, ne pas avoir peur de se faire évaluer et de regarder de manière très froide, de manière très objective, quels sont nos points forts, quels sont nos points de faiblesse pour l'amélioration de notre système éducatif. Nous devons leur donner le meilleur en analysant ce que nous faisons de bien et justement en apportant des améliorations sur nos points de faiblesse. Pour y arriver, le plan national de développement de la transition 2024-2025 prévoit de veiller sur la mise en œuvre des recommandations issues de cet atelier avec la Banque mondiale. Ouverture à Libreville des travaux de la 3e Assemblée générale ordinaire de la Fédération africaine du sport scolaire pendant 72 heures, soit 3 jours. 25 délégations de pays africains, experts et bureaux exécutifs de la FAS vont réfléchir sur des stratégies visant à booster le sport scolaire au niveau du continent. Charles Goula, Eric Assa nous en parle. Libreville restera à jamais gravé dans l'histoire du sport scolaire africain au regard des objectifs de ses assises. Le choix de Libreville pour accueillir cette Assemblée générale n'est pas anodin. Le Gabon et sa capitale en particulier ont toujours été des terres d'accueil pour le sport africain. Notre Assemblée générale constitue un moment stratégique pour réfléchir ensemble aux défis qui se posent à nous et aux solutions à mettre en place pour œuvrer et renforcer le sport scolaire sur le continent. Il s'agit d'une occasion pour partager nos expériences, de dégager des priorités communes et de proposer des actions concrètes en matière de gouvernance. Le Gabon, en abritant ce rendez-vous continental, confirme ainsi sa ferme volonté à développer le sport scolaire pour des résultats concrets. Au nom du président de la transition, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, ainsi qu'à celui du gouvernement, ma profonde gratitude à toutes les délégations présentes à Libreville dans le cadre de cet événement sportif d'envergure. Le Gabon, pour sa part, est particulièrement honoré de servir de cadre de réflexion à cette édition de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération africaine du sport scolaire. La réunion de Libreville se doit d'être un moment privilégié d'échange et de réflexion entre les experts du domaine que vous êtes, afin d'aboutir à des résultats concrets. Plusieurs thématiques seront donc abordées par différents experts pour des recommandations boosters du sport scolaire en Afrique. Il faut dire qu'au cours de cette Assemblée générale, des thématiques ont été présentées et discutées, à l'exemple du sport scolaire en zone CEMAC, ou encore la place et rôle du sport scolaire dans la détection des jeunes. Mais avant, petit rappel historique sur le sport scolaire avec Ruth Mignolet-Sanzou et Justin Diana. La FAS, créée pour promouvoir et développer le sport scolaire en Afrique, joue un rôle crucial dans l'éducation des jeunes. Il faut vraiment remettre ça sur la matière de nos travaux et là aussi j'ai beaucoup apprécié la communication du docteur Ndon Jules par rapport à la place de la détection des talents en milieu scolaire. Et effectivement, le sport scolaire et universitaire par extension constitue le vivier du sport d'élite, du sport professionnel. Elle vise à impliquer les valeurs telles que le respect, la discipline et l'esprit d'équipe, tout en favorisant l'émergence de talents sportifs. Faisons un petit peu
son histoire. En 1958, l'EPS et le sport quittent l'éducation nationale pour le Haut Commissariat à la jeunesse et au sport. De 1959 à 1962, un conflit politique témoigne du rapport critique des enseignants d'EPS et des responsables du sport scolaire quant aux orientations du sport fédéral. Les enseignants d'EPS ont la volonté pédagogique de lier le sport scolaire aux finalités de l'EPS, quitte à se couper des orientations politiques imposées au sport fédéral. Occasion pour les pays d'élaborer des stratégies pour renforcer la pratique sportive dans les écoles avec l'organisation des compétitions continentales et la mise en place de programmes de formation pour le corps enseignant et les praticiens. En investissant dans le sport scolaire, les pays africains préparent l'avenir de leur jeunesse. Libreville accueille depuis ce matin un atelier sous-régional visant à renforcer les capacités des États d'Afrique centrale sur la ratification et la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1954 et ses protocoles de 1954 à 1999. Cette rencontre qui réunit experts, juristes et responsables culturels s'inscrit dans une dynamique de protection du patrimoine en cas de conflit armé. Claude Sajboussougou Matumba. La protection du patrimoine culturel est un impératif pour nos nations. La Convention de La Haye et ces deux protocoles offrent un cadre juridique essentiel pour garantir que même en période de conflit, nos biens culturels ne soient pas détruits ou pillés. Cet atelier est une opportunité pour les États de renforcer leur engagement en faveur de la sauvegarde de l'héritage commun. Le présent atelier a donc la particularité de mettre sur la même table civils et militaires, éléments de force de défense et de sécurité et des professionnels du patrimoine, pour parler d'un sujet commun, la protection des biens culturels. La Convention de La Haye de 1954, adoptée après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, vise à protéger les biens culturels contre les effets des conflits armés. Pourtant, plusieurs pays d'Afrique centrale tardent encore à ratifier ou à appliquer pleinement ce texte. Le Gabon se distingue. 5 éléments ont été marqués au bouclier bleu. Le mausolée Léomba, l'église Sainte-Marie, le ministère de la Justice, le Musée national des rites et traditions et enfin le ministère de la Culture et des Arts. Organisé par le gouvernement gabonais avec l'appui de l'UNESCO, les objectifs de cet atelier sont clairs. Vise à soutenir les pays de la sous-région d'Afrique centrale dans les stratégies de sauvegarde de leur patrimoine culturel, mais aussi à renforcer les capacités des forces de défense nationale, de la justice et des entités administratives concernées en matière de lutte contre les effets prévisibles d'un conflit armé. Vous serez amenés non seulement à réfléchir sur des questions essentielles permettant de partager l'expérience du Gabon et d'autres pays africains dans la ratification et la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1954 et de ces deux protocoles 1954 et 1999, mais aussi d'établir ensemble une analyse de besoins régionaux en la matière et de déterminer des perspectives pour la mise en œuvre d'une feuille de route en synergie entre les 6 conventions culturelles de l'UNESCO aux fins d'assurer une protection inclusive des biens culturels dans la région. À l'issue de ces travaux qui vont durer 3 jours, les recommandations formulées devraient contribuer à renforcer la préservation du patrimoine culturel en Afrique centrale, garantissant ainsi la transmission de notre histoire aux générations futures. L'établissement et le développement du réseau national du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation au cœur d'un séminaire qui s'est ouvert ce matin à Libreville. Séminaire qui vise à renforcer les capacités techniques et scientifiques des pays en voie de développement, membres de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle. Les précisions avec Daniel Bouka et Aristide Imbomo. Accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques liées à la propriété industrielle au Gabon. Mission première de l'Organisation gabonaise de la propriété intellectuelle, rendue concrète via ce séminaire de partage de connaissances. Il était nécessaire d'implémenter ce programme au Gabon parce que nous avons besoin de développer le secteur industriel et ce programme est une sorte d'appui au développement industriel. Nous venons ici avec une panoplie de plus de 150 millions de technologies que
le Gabon va donc adapter, va utiliser pas toutes les technologies, mais une partie en fonction de son plan national du développement de la propriété intellectuelle. Véritable levier de croissance économique, le secteur industriel se doit d'être davantage valorisé. Le gouvernement gabonais, dans sa quête de l'émergence d'un écosystème industriel inclusif, a, lors de son conseil des ministres du 17 octobre 2024, validé le projet de mise en place des centres d'appui à la technologie et à l'innovation. De ce fait, il réaffirme son engagement à soutenir pleinement cette initiative en mettant en place un cadre réglementaire et institutionnel propice à l'innovation et à la protection des inventions. Créé en 2009, le programme CATI vise à accompagner les pays en voie de développement dans la transformation des matières premières, favorisant la création d'emplois à travers l'accès aux bases de données. Nous l'annoncions hier, séance d'audition des candidats poids lourds au ministère des Transports. Selon les organisateurs, cette première cuvée de chauffeurs poids lourds semble prometteuse. Le sérieux observé lors de cette sélection alliant théorie et pratique démontre un engagement fort vers l'excellence et la professionnalisation dans ce secteur vital pour le pays. Le moine Djok Eric Nzegui Badinga et Richard Mobiwa étaient sur place. La récente séance d'audition des candidats dans la catégorie poids lourds a été marquée par une longue attente. Mais cela n'a pas entamé le moral des participants. La patience contribuait certainement au test d'aptitude. Ce secteur des transports représente une source significative d'emploi dans le pays, notamment pour les chauffeurs poids lourds. L'implication de la main-d'œuvre gabonaise dans ce domaine est cruciale et devrait contribuer à une réduction notable du chômage. Nous sommes réunis ce jour pour la séance consacrée aux auditions des candidats à la conduite des véhicules poids lourds en République gabonaise, notamment ceux de nos compatriotes détenteurs de permis C, D ou B. Cet événement, pour mémoire, révèle une importance capitale pour les plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Malgré un emploi du temps chargé, le ministre des Transports et de la Marine marchande a pris le temps d'adresser un message d'encouragement aux candidats. Il est de bonne loi que le ministre du Transport exige que ce soit les nationaux qui soient les premiers sélectionnés. D'où aujourd'hui cette sélection qui commence par des auditions parce que nous avons choisi deux profils. Le premier profil, c'est celui qui est détenteur du permis de la catégorie B, mais qui sait conduire les véhicules de la catégorie C ou D. Ensuite, le deuxième profil que nous allons rechercher, c'est celui qui détient le permis de la catégorie C et D. Avant, on délivrait le C et le D en même temps. Ces initiatives sont essentielles pour développer une main-d'œuvre qualifiée, capable de répondre aux exigences croissantes du transport et de la logistique au Gabon. Eric Nzegui Badinga, que vous allez retrouver en deuxième partie de ce journal sur la route des élections avec le précieux billet, présenté ce soir par Arnaud Manza. Cyrielle Zorakassa, ministre de la Pêche et de la Mer, a accordé une audience à l'ambassadrice des États-Unis au Gabon. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, en particulier dans le domaine de la gestion durable des ressources maritimes. Claude Sajboussougou Matumba. Le Gabon et les États-Unis renforcent leur coopération en matière de gestion durable des ressources marines. Les discussions du jour portent sur la pêche, la conservation des écosystèmes marins et le développement durable. Ces échanges illustrent la volonté des deux pays de travailler ensemble pour préserver la richesse maritime du Gabon tout en optimisant son secteur halieutique. Je suis très heureuse d'avoir la chance aujourd'hui pour parler avec la ministre de la Pêche et de la Mer sur les relations bilatérales, la coopération bilatérale entre les deux pays, le Gabon et les États-Unis. Donc, c'était très nécessaire de venir pour voir comment nous pouvons faire plus ensemble. Nous avons parlé de divers sujets, y compris la lutte contre la pêche illicite, et pour voir comment nous pouvons travailler ensemble dans les autres matières, y compris la protection des zones maritimes du Gabon. L'ambassadrice des États-Unis a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Gabon dans ses efforts de préservation et de valorisation de son patrimoine maritime. À travers divers projets et initiatives, les États-Unis entendent accompagner le Gabon dans la mise en place de pratiques durables conciliant exploitation des ressources et protection de l'environnement. Cette collaboration s'inscrit dans une
une dynamique de développement responsable essentielle pour la pérennité du secteur. Nous sommes très conscients du fait que le Gabon, c'est un leader dans la protection de l'environnement et c'était vraiment un très grand plaisir de voir la ministre pour la première fois. Elle est très dynamique et j'espère que nous pouvons travailler ensemble dans le futur. Cette rencontre marque ainsi une avancée significative dans le partenariat entre les deux nations. En unissant leurs efforts, le Gabon et les États-Unis posent les bases d'une gestion plus efficace et durable des ressources marines, bénéfique tant pour l'économie locale que pour la préservation de la biodiversité. Et dans le cadre de suivi des projets financés par les fonds PID, PIH, le ministre du Pétrole à Port-Gentil est allé s'assurer de l'avancement des travaux réalisés par Total Énergie que je vous propose de regarder avec Lariska Laure-Hébertin au Saga. Un séjour port-gentillet qui n'a pas été de tout repos pour Marcel Abeke. Le ministre du Pétrole a commencé par visiter la Smart Room et le centre de contrôle des opérations de la société pétrolière Total Énergie. Nous sommes venus à Port-Gentil pour toucher du doigt, nous assurer du bon déroulement des projets CTRI financés par la PID, PIH et la RSE des opérateurs pétroliers. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement arrivés pour les projets financés par ou gérés par Total Énergie Gabon. Nous sommes satisfaits de ce qu'on a vu sur le terrain. Accompagné des autorités locales, notamment du gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, le membre du gouvernement s'est par la suite rendu sur le terrain, vérifier l'effectivité et les avancées des chantiers issus des fonds PID-PIH et par la RSE de Total Énergie. On parle notamment de la réfection de la route citée à Kosso et la route d'accès au marché Camboiro, la construction du bâtiment d'imagerie médicale du centre hospitalier régional de Port-Gentil et le projet d'aménagement du front de mer. Je tenais à visiter particulièrement ce champ parce que c'est un champ qui est sollicité par des investisseurs potentiels gabonais qui n'ont pas ce souci de la sécurité. Parce que les fonds PID-PIH et la RSE des opérateurs du secteur pétrole doivent plus que jamais impacter positivement et considérablement le quotidien des populations, le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, accorde une attention particulière à ces projets à fort impact social. Philippe Tonangoy a reçu en audience cette semaine à son cabinet de travail l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon. Au menu des échanges entre les deux parties, les opportunités de partenariat dans le domaine de la formation professionnelle entre le Gabon et la Chine. Gaël Mimbo-Koko, Justin Diana. Plusieurs axes de coopération stratégique étaient au cœur des échanges entre le ministre de la formation professionnelle et l'ambassadeur de Chine au Gabon. On peut relever la formation continue des enseignants, le transfert de compétences en matière de maintenance des équipements ainsi que la finalisation des projets de construction de 10 centres de formation professionnelle dans les 9 provinces du pays. Nous avons déjà les infrastructures pour 3 centres de formation professionnelle. C'est déjà la base technique. Nous avons parlé de matériel de la formation professionnelle accordé au centre à Koukou. Aussi, nous avons parlé de l'envoi potentiel des enseignants de la province du Jiangsu. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Gabon et la Chine, lesquelles visent à promouvoir le développement socio-économique et les compétences techniques des ressources humaines gabonaises. D'une audience à une autre, le membre du gouvernement a, à la suite de l'ambassadeur de Chine, reçu les étudiants grévistes qui réclament les arrêts de bourse. Nous avons énuméré les différents problèmes que nous rencontrons dans nos centres en tant que stagiaires. Et aujourd'hui, nous avons certaines réponses à nos questions. Et il nous a rassurés sur certains points, notamment sur la reprise des cours et notamment sur le traitement de nos bourses. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits vraiment de notre rencontre et nous remercions notre ministre pour la réception de ce matin. À ce sujet, Philippe Tonangoy a rassuré les étudiants quant aux solutions qui seront trouvées dans les plus brefs délais. Non, sans réaffirmer la volonté du gouvernement à hisser la formation professionnelle au rang des piliers essentiels du développement national.